C'est l'heure de l'école, allez hop, debout. Pourquoi t'es pas venu à l'école aujourd'hui? L'école. Alors tu as vu l'école, man. Même les profs, ils y vont déprimer à l'école. Ah bon, bien sûr, si j'aurais pas voulu. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle? Et chers amis, sur cette question du jour, effondrement de l'école, la politique des ministres de l'Éducation nationale est-elle responsable? Philippe David? Pour le moment, vous dites oui à 90%. Ça monte de point en point. Alors, moi, je vais vous dire franchement ce que j'en pense. Les ministres, oui, bien sûr, mais le problème d'un ministre de l'Éducation, c'est qu'il n'est pas le patron de son ministère. Puisque depuis des années, on fait ce qu'on appelle la cogestion, c'est-à-dire avec les syndicats, qui ont un poids très supérieur au ministre, d'après ce que j'ai ouï dire. Et en plus, il y a l'idéologie. On a voulu que tout le monde ait des diplômes, on a voulu tirer vers le bas. Et on a parfaitement réussi, puisque maintenant, on est au fond du sac dans les classements internationaux que sont PISA et TIMSS. On vous laisse planter, on y est arrivé. Bravo et merci, messieurs, dames. Alors, je rappelle quand même que notre nouveau ministre de l'Éducation nationale était directeur général de l'enseignement scolaire depuis 2019. Donc, ça veut dire que la période Jean-Michel Blanquer. Et c'est étonnant de faire ce constat alors qu'il a déployé toutes les politiques depuis 2019 de ses ministres, finalement, Philippe Bilger. Oui, mais... Ma chère Cécile, je n'incriminerai pas les ministres, parce qu'un ministre en France ne peut pas grand-chose, et il peut d'autant moins lorsqu'il a un président de la République qui pourtant, soucieux, dit-il, de l'éducation, a fait en sorte de ne permettre aucune politique cohérente et structurée dans l'éducation nationale, puisqu'il a nommé une série de ministres, et parfois totalement contradictoires entre eux. Donc je dirais que laissons la responsabilité des ministres, et attachons-nous plutôt, et je termine là-dessus, au fait que de manière systématique, lorsque une action est menée sur l'éducation nationale, au lieu de s'occuper de ce qui constitue le cœur de la formation, apprendre, lire, compter, la culture, l'histoire, la géographie, on va avec volupté vers des démarches périphériques, c'est-à-dire comment être bien, comment apprendre la sexualité, comment se sentir bien, comme des choses complètement aberrantes, et c'est la raison essentielle de la faillite. Oui, Michael Sadoun. J'acquiesce tellement que je vais me décrocher la tête. C'est très intéressant qu'Emmanuel Macron ait consacré aussi peu d'énergie et de moyens à ce dossier, sachant, et je le dis pas avec ironie, sachant qu'il a épousé son ancienne prof et que sa femme est une ancienne prof. Ça devrait être un sujet pour lui essentiel et fondamental dans sa vie. Ça l'a pas été. Les choses n'ont pas beaucoup bougé. Il y a eu quelques annonces sous Gabriel Attal. Est-ce qu'elles ont été réalisées depuis? Ça reste à voir, parce que le plus difficile dans l'éducation nationale, comme c'est la plus grande administration du monde, c'est pas d'établir des stratégies, mais c'est ensuite de les faire descendre dans l'opérationnel. Pour moi, évidemment, le cœur du sujet, c'est évidemment le rétablissement des fondamentaux qui caractérise tous les pays qui sont premiers du classement PISA. C'est aussi la revalorisation des professeurs. Les professeurs en France gagnent beaucoup trop peu d'argent. Un prof dans le secondaire en France, il gagne en moyenne 4 000 bruts par mois, c'est 2 fois plus en Allemagne. Je rappelle que pour être prof dans le secondaire, il faut être prof agrégé, donc il faut vraiment être normalement une brute de sa matière. Bon, on se retrouve donc avec des bac plus 8 qui gagnent mal, qui gagnent très mal, et par rapport à leurs voisins, c'est très peu, et donc ils sont dévalorisés par les étudiants comme par les parents. Donc c'est un truc à rétablir. En général. Mais est-ce que, j'entends ce que vous dites, mais depuis 2019, en tout cas depuis, comment il s'appelle, Jean-Michel Blanquer, on nous propose des réformes, ces réformes sur réforme sur réforme, et tous les ministres de l'éducation nationale parlent de problèmes, disent que l'éducation va mal. Ça envoie quand même un signal, et je comprends que aucun prof n'ait envie de venir. Avec des propositions qui sont mises en place, on ne sait même pas, et vous le dites vous-même, on ne sait même pas si elles vont au bout. Ça, c'est un vrai souci, Philippe. Il faut de la stabilité à un moment donné. Vous avez raison. Là, il faut une stabilité de la politique, et d'autre part, il faut permettre aux enseignants de retrouver la fierté de leur métier. Oui. Je regrette qu'il ne l'ait pas. Et vous évoquez Jean-Michel Blanquer. Moi, j'ajouterais, et au risque de subir l'ironie de Michael Sadoun, que pendant 5 mois, on a eu un bon ministre avec Gabriel Attal, mais qui
malheureusement est allé vers d'autres paysages qui lui convenaient plus mal. Mais en réalité, Jean-Michel Blanquer s'était attaqué non seulement aux fondamentaux, mais à un état d'esprit fondamental qui gangrenait l'éducation nationale. Gabriel Attal, il a fait une chose, c'est la baya, qui n'a pas grand-chose à voir. Il a fait des annonces. Mon honnêteté va si loin que je suis capable. Gabriel Attal a fait les groupes de niveau en mathématiques et en français, le retour du redoublement dans certains cas, les ajustements de la réforme sur le bac professionnel. Mais en peu de temps, 6 mois, c'est déjà pas mal. Et il avait fait des annonces sur l'augmentation aussi des professeurs, qui est un point essentiel. Donc, mon honnêteté va loin. Je suis capable de dire qu'il a fait de bonnes choses. Mais il n'est pas resté assez longtemps pour les mettre en place. Son ambition a cassé son action. Et c'est dommage, il aurait été très bon là. Mais je le crois. Le B.A.B.A., vous l'avez dit, c'est Jules, c'est de revenir aux fondamentaux. Ce qui est terrible, c'est que dans les années 70, c'était la réforme Abi, notamment. Il y avait eu le collège unique qui a posé problème. C'était la réforme Abi. Coluche avait dit, on a eu la réforme Abi, on aura la réforme à poil. Parce que chaque ministre de l'Éducation nationale faisait sa réforme pour que son nom reste dans l'histoire. Aujourd'hui, à l'époque, on rentrait en 6e. Il y avait même un examen d'entrée en 6e qui a été supprimé pour les élèves nés en 1966 de mémoire, parce que je crois que c'était la première année qu'il n'avait pas. Vous rentriez en 6e, vous saviez parfaitement lire, parfaitement écrire, parfaitement compter. Aujourd'hui, vous avez des élèves en 6e, c'est une vingtaine de pourcents, je crois, qui ne savent pas lire, pas écrire, pas compter. Comment allez-vous apprendre une langue étrangère, que ce soit l'anglais ou une autre, si vous ne maîtrisez pas votre langue maternelle? C'est même pas la peine. Non, mais il faut arrêter la filière générale pour tout le monde. Voilà. Tout le monde n'est pas forcément fait pour des trucs académiques. Ça veut pas dire que les gens sont pas intelligents. Il faut revaloriser les filières techniques. Il faut dire aux gens, faut les orienter. Si les études plaisent pas à certains enfants, il faut pas les faire grandir dans l'idée qu'ils sont bêtes. Ils font simplement. Ça les empêche pas d'être talentueux sur d'autres choses. Très talentueux, qui deviennent très riches, qui font des réussites extraordinaires. Et ce sont les parents qui posent aussi le problème. Et l'idéologie. Ouais. Allez, vous restez avec nous, on fait une petite pause si vous voulez bien sûr participer au débat. Vous êtes les bienvenus, 0800 26 300 300, et merci de votre fidélité au Vrai Bois. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Et on continue sur ce sujet avec le nouveau ministre de l'Éducation, Édouard Geffray, qui alerte sur cette fragilité du système scolaire. Avec Mickaël, qui était avec nous au 0826 300 300, qui voulait réagir. Bonsoir, cher Mickaël. Bonsoir, Mickaël. Bonsoir. Bonsoir à tous. Il a un très joli prénom. Oui. Je vois pas pourquoi vous dites ça, Mickaël. Allez-y, on vous écoute. Bah écoutez, oui, je tenais à réagir parce que on nous multiplie là depuis l'élection d'Emmanuel Macron les ministres de l'Éducation nationale qui s'emploient de leur côté à proposer des réformes qui finalement sont pas des réformes de fond et qui ne font rien bouger, quoi. C'est quoi, ce serait quoi pour vous des réformes de fond? Ben écoutez, pour moi, ce serait vraiment revenir à un enseignement, aux enseignements fondamentaux, revenir à une méthode telle qu'elle a été appliquée sous la Troisième République. Voilà, les hussards noirs. Des histoires noires de la République, voilà, qui étaient respectées. Dont l'enseignement ne se discutait pas et qui avait une autorité dans leur classe, qui bénéficiait d'une certaine aura que les professeurs n'ont plus. Et c'est d'ailleurs pourquoi plus personne veut passer le concours. Oui, mais on est dans une ère où il faut laisser l'enfant s'exprimer. Excusez-moi, mais chaque année il y a des concours, des postes au concours qui ne sont pas pourvus parce que les gens ne veulent plus faire ce métier à cause des conditions de travail, bien sûr, mais aussi à cause du salaire. Et on parlait de ce qu'on y enseigne. Ouais. Parce que le niveau baisse, le niveau des professeurs est en train de baisser. C'est effrayant de voir le nombre de fautes d'orthographe qu'ils font. Parce que le nerf de la guerre, je vous redis, c'est l'argent et c'est le respect qu'on attache à une fonction. Moi, je suis prof dans le supérieur. C'est pas mon métier principal, mais je suis intervenant dans le supérieur. Donc, je me sens valorisé, etc., au regard de la société et puis de l'argent que j'y gagne, etc. et tout. Mais
faut bien dire quelque chose, j'adore ce que je fais, mais jamais j'aurais pu devenir prof dans le secondaire. C'est génial, j'adore, c'est une mission extraordinaire. Mais jamais j'aurais pu devenir prof dans le secondaire parce que on perçoit aujourd'hui ça, à tort ou à raison, socialement comme un truc dégradant. On se fait pas respecter des élèves, le salaire il est pas assez important, les parents n'ont plus le sens du respect des élèves, des étudiants, pardon. On en parlait la semaine dernière avec, je crois, cet élève et son père ou je sais pas quoi qui ont agressé un prof. Est-ce que c'est on ne se fait pas respecter des élèves ou on nous empêche de ne pas se faire respecter par les élèves? Ça, c'est autre chose. Le prof n'est plus au centre de l'école. Il y a une suradministration. On fait attention aux nouvelles générations qui aujourd'hui mettent volontiers leurs problèmes sur la table en disant tu comprends, non mais parce qu'il peut pas dire ça en cours, mais tu comprends, il m'a heurté dans ma sensibilité, etc. Il faut remettre le prof et l'autorité au centre de l'école. Sans ça, c'est mort. Allez, Sophie qui est avec nous au 0826 300 300. Sophie de Troyes. Bonsoir Sophie. Bonsoir Sophie. Oui, bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. On vous écoute Sophie. Oui, comme je signalais à votre collègue, moi je suis conseiller pénitentiaire. Oui. Alors pas en milieu fermé, pas en détention, mais en milieu ouvert, c'est-à-dire dans un service pénitentiaire d'insertion et de probation. Tous les jours, nous brassons une population, nous brassons la population la plus défavorisée, en fait. On est au contact de la misère tous les jours, toute l'année. Et moi, qu'est-ce que je constate, c'est qu'en fait, on a une population de jeunes adultes et d'adultes aussi beaucoup plus âgés qui n'ont aucune maîtrise de la lecture et de l'écriture. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ils ont quel âge à peu près? Sophie, c'est quoi? Ils ont quel âge à peu près? Ah bah là, nous, service pénitentiaire, nous absorbons les condamnations à partir de 18 ans. D'accord. Donc là, on a toute une... Là, en ce moment, on a les... Enfin voilà, à partir de 18 ans, on constate que les 18 ans, ils savent pas lire, ils savent pas écrire, ils sortent du système scolaire et ils ont aucun bagage. Beaucoup sortent du système scolaire en 3e, voire même en 4e. Les missions locales n'ont pas les moyens suffisants pour les tracer un par un et pour leur offrir les portes d'une formation qualifiante. Et quand on voit aussi les délais, j'ai un petit jeune là, il a 20 piges, il veut faire un casse-test. Il a fait un casse-test en mai, on lui propose d'entrer. Un casse-test, c'est pour conduire un Fenwick dans les hangars pour charger des camions. D'accord. En mai, il a demandé ça à la mission locale en mai. On lui répond qu'il aura peut-être une formation en novembre. Ouais, mais c'est pas possible. Réaction, bougez pas, Sophie. Mais c'est clair. Moi-même dans le supérieur, j'ai déjà eu des élèves. Il y en a que j'aime beaucoup et qui sont très talentueux, etc. Il y a aucun problème. Mais il y en a certains qu'on voit à une vingtaine d'années, ils écrivent encore en style télégraphique parce que la composition d'une phrase, la syntaxe, c'est pas possible en fait. Excusez-moi, moi je me pose une question quand même. Aujourd'hui, on a l'école obligatoire jusqu'à 16 ans. Moi, j'ai connu mes grands-parents qui étaient nés pour 3 d'entre eux au 19e siècle. Ils avaient arrêté l'école à 11-12 ans, ça s'appelle certificat d'études. Ils écrivaient tous, j'en ai connu 3 sur 4, un français parfait, sans faute d'orthographe. Bien sûr. Mes parents n'ont pas fait plus que le certificat d'études. Ils écrivaient sans faute d'orthographe dans un français parfait. On n'a jamais mis autant d'argent dans l'éducation. Alors, où passe l'argent ? Moi, je pense qu'il faut refaire les méthodes de A à Z. Mais si c'est faire ça, est-ce que c'est pas, pour le gouvernement, montrer son propre échec? C'est-à-dire qu'on cache un peu sous le tapis, on met 2-3 mesures, on parle de diversité, on parle de familles fragiles, mais on parle pas de la réalité, en fait. Bien sûr, mais je crois que l'un des problèmes, et bien sûr, je ne résous pas la question en disant cela, c'est que il y a l'école qui n'apprend plus les fondamentaux et l'art de la culture, de ce qui est nécessaire pour mieux vivre, mais en même temps, il y a tout un environnement qui n'est pas favorable à l'école. La période dont parlait Philippe avec ses grands-parents, et moi-même, j'ai connu la même chose quand j'étais collégien, on vivait dans un climat qui naturellement favorisait l'épanouissement à l'école. Ça change tout aussi. Hein. Merci Sophie, merci Mickaël. Allez, vous restez avec nous tout de suite. On